Quelles sont les preuves de la spiritualité et de la religion sur la santé? Je veux commencer par une histoire. L'histoire d'un patient qui, comme on peut le voir, que je suis de façon régulière en tant que médecin endocrinologiste, qui a du diabète et d'autres maladies endocriniennes et métaboliques. L'histoire de ce patient est intéressante parce que il est père d'un élève de l'université et quand il est venu me voir, c'est le fils qui est rentré d'abord dans le cabinet en parlant de son propre père et très très inquiet au sujet des facteurs de risque. Donc le patient qui a 52 ans, qui est venu d'un médecin généraliste, après avoir réalisé un check-up, des examens, et qui ont déterminé qu'il avait un taux de glycémie anormal très élevé et un diagnostic de diabète. C'était un patient sans problème de santé, qui avait d'aucun autre symptôme, qui allait voir le médecin pour faire un examen de routine. Il rapporte un gain de poids d'environ 30 kg par rapport au poids qu'il avait quand il avait 20 ans. Il fumait depuis 14 ans, donc un paquet de cigarettes par jour. Il buvait modérément de la bière, 2 bouteilles pendant les week-ends et avait une vie sédentaire. L'histoire familiale, le père s'est désincarné à 55 ans, suite son père, donc c'était décédé à 55 ans suite à un AVC et avait aussi du diabète. La mère avait 78 ans, elle était diabétique aussi et elle avait de l'hypertension artérielle. Dans les 4 frères, 2 étaient porteurs de diabète. L'examen physique, il était légèrement obèse, une ceinture abdominale de 156 cm, une pression artérielle de 140 par 95 mm de mercure, et le reste de l'examen physique ne montrait pas d'autres anomalies. Vous n'êtes pas tous médecins. Ce que je voudrais dire, c'est que l'examen physique de ce patient, il avait un gros ventre et un poids au-dessus de celui qu'il devait avoir compte tenu de sa taille et une pression artérielle un petit peu élevée, rien d'autre. Dans le laboratoire, les seules données importantes, c'était celles qui diagnostiquaient le diabète, donc la glycémie à jeun, au-dessus de 126, donc qui permet de diagnostiquer le diabète selon les critères des associations américaines et européennes et sur les fédérations internationales de diabète. Donc le patient était triplement qualifié sur un diagnostic de diabète. Il avait un cholestérol légèrement altéré et un acide urique aussi altéré, les triglycérides également élevés. La préoccupation de son fils, était liée au fait que c'était un patient donc avec des facteurs de risque. Et c'est pour ça que le fils il est venu dans le cabinet avant son père, ce qui n'est pas courant, parce que d'habitude c'est les parents qui se préoccupent des enfants, mais dans ce cas-là c'est l'enfant, le fils, étudiant en médecine, était un étudiant préoccupé des risques et de la mort potentielle de son propre père, vu que son grand-père était mort probablement en conséquence du diabète. La grand-mère avait le diabète et maintenant le père avec le même diagnostic. La question est donc, quels sont les facteurs de risque
que nous pouvons évaluer. Il y a plusieurs facteurs de risque qu'on peut considérer par rapport à la morbidité et à la vitalité de ce patient. Et nous pouvons déterminer la manière de faire face à ces facteurs de risque. Je vous présente ici une conférence que je réalise aussi à mes élèves à l'université de médecine. Et donc c'est un modèle pour évaluer les facteurs de risque et pour regarder un peu au-delà de ces facteurs de risque. En ce qui concerne la mortalité cardiovasculaire aux États-Unis, on peut voir une légère chute après les années 2000 et 2008 sur le total des morts causées par des maladies cardiovasculaires, mais elle est toujours encore très élevée et la cause principale de mortalité dans les pays occidentaux. Et quand on regarde ces données, donc pour les hommes, pour les femmes, sur les morts liées aux maladies coronariennes, comparant des races, les sexes, aux États-Unis de 1999 à 2008, on peut aussi voir une légère chute dans ce type de mortalité. Il y a eu une réduction de la mortalité des maladies coronariennes dans ces 9 années qui ont été analysées. Une autre étude très intéressante, l'étude Interheart, a analysé les causes et les facteurs modifiables pour le risque cardiaque. Que pouvons-nous faire pour diminuer le risque? Quels sont les facteurs qu'on peut modifier et quels sont ceux qu'on ne peut pas modifier? Ceux qu'on ne peut pas modifier, c'est le génétique, les prédispositions que nous apportons. Par contre, il y a d'autres facteurs qui sont tout à fait modifiables, comme le tabagisme, la dyslipidémie, pardon. Quand nous arrêtons de fumer, nous réduisons la mortalité cardiaque de 40%. Quand nous corrigeons les altérations du cholestérol, nous réduisons également la mortalité. L'hypertension artérielle, lorsqu'elle est traitée, réduit également la mortalité. Le traitement du diabète, la réduction de l'obésité abdominale. Je passe sur les facteurs psychosociaux dont je vais parler tout à l'heure, sur lesquels je vais souligner. Quand nous augmentons la consommation quotidienne de fruits et de légumes, quand nous réduisons la consommation d'alcool, donc au maximum à de petites doses, et que nous éliminons l'abus de l'alcool, et lorsque nous réalisons aussi une activité physique régulière, nous réduisons les risques cardiovasculaires. Et l'Interheart dit que en modifiant les facteurs psychosociaux, on peut aussi réduire la mortalité. Alors là, je demande toujours, mais comment on peut réduire des facteurs psychosociaux? Comment on peut réduire le stress? Et la première chose que les élèves me répondent aujourd'hui, c'est que on réduit le stress, on réduit la dépression. En prenant des médicaments. Donc là, on aide l'industrie pharmaceutique, mais pas le patient. Par contre, les facteurs psychosociaux et stressants du quotidien, il y a 10 ans, j'ai reçu une leçon, un exemple de comment on peut modifier des facteurs psychosociaux. J'étais au Canada, un congrès d'endocrinologie, et dans l'avion, à côté de moi, il y avait un spécialiste en mariage. J'ai dû le déranger pendant la nuit en ronflant, et alors il m'a réveillé en me disant, vous avez besoin de 2 choses. Je lui ai dit, mais quoi? Premièrement,
vous devez utiliser une machine ou un CPAP pour dormir. Donc j'utilise aujourd'hui un CPAP. Deuxièmement, vous devez changer d'épouse. Alors je dis mais comment ça? Parce que la maladie a une date de validité et elle stresse beaucoup et que donc il faut changer souvent d'épouse. Alors je dis mais et ça marche avec vous? Il dit bah oui, ça a marché. Donc on peut voir par ça que les questions psychosociales que nous devons, c'est là où nous devons prendre soin de ces facteurs. Dans les facteurs psychosociaux, on ne peut pas les modifier avec de l'éducation. L'éducation a un impact, les médicaments ont un impact sur la personne. Les antidépressifs, par exemple, ont un impact limité. Ce n'est pas 100%, il n'y a pas de pilule du bonheur. Timothy Liu de Los Angeles, qui voulait mettre de la LSD dans les réservoirs d'eau de la grande ville américaine à Los Angeles, il pensait que les voyages lysergiques pouvaient apporter le bonheur. Mais on sait très bien que ce n'est absolument pas le cas. Le stress, c'est quelque chose de tellement important. Pardonnez-moi pour ce slide un peu compliqué. Mais lorsque nous avons un stress autant physique que psychologique, et le stress psychologique peut être quelque chose de terrible. Par exemple, quand on voit l'équipe de football du Brésil qui perd 7-0 contre l'Allemagne, ça peut provoquer dans l'organisme des altérations inflammatoires très très spécifiques. Ces altérations inflammatoires peuvent être senties dans les cellules. Nous avons des réponses inflammatoires dans les cellules. Je vous demande pardon, il manque la mention de l'auteur de ces deux dessins. Et ce que nous pouvons voir, c'est que le stress psychologique, tout comme le stress physique, provoqué par des substances dangereuses, comme l'hyperglycémie, les alimentations riches en graisse, les cristaux de cholestérol, les allergènes, peuvent provoquer une réaction d'inflammation chronique en utilisant le système aujourd'hui connu comme le NILRP3. Les inflammasomes sont lorsque le système inflammatoire est activé. Ce que nous savons aujourd'hui du point de vue de l'interaction de cette substance avec l'organisme, c'est que nous avons deux chemins, le chemin mental et la voie systémique. Autant le stress psychologique comme l'utilisation de substances dangereuses, donc l'élévation de substances dangereuses, trop de graisse, l'hypercholestéronomie, peuvent provoquer autant la dépression ou d'autres maladies psychiatriques, tout comme des maladies systémiques comme le diabète, l'obésité, l'Alzheimer, les maladies cardiovasculaires ou de l'asthme. En détaillant un peu plus cette image, nous pouvons voir que du point de vue de la dépression, le stress psychologique peut provoquer une dépression. Du point de vue du stress psychologique ou des maladies psychosomatiques, elles peuvent provoquer des troubles systémiques, donc qui activent le NLRP3. De l'autre côté, nous pouvons voir que les maladies systémiques peuvent surgir à partir des substances dangereuses par la médiation, l'intermédiaire de ces inflammasomes. Quand le NLRP3 ne suffit pas, on peut aussi prendre d'autres mesures pour réduire l'expression de ces inflammasomes.
Dans les maladies psychosomatiques, nous pouvons voir que ces substances peuvent aussi provoquer des dépressions et d'autres troubles mentaux. Donc, qu'est-ce que nous voulions dire avec ces deux slides? La manière de faire face au stress et aux maladies psychosociales est importante parce qu'elles peuvent provoquer des maladies à plusieurs niveaux. Donc, la maladie psychosomatique existe et est réelle. Le cerveau réagit et tout l'organisme réagit à des facteurs stressants. Même un stress subjectif. Pour moi, c'est un stress objectif pour une autre personne et c'est un motif pour être heureux. C'est pour ça que je vous ai fait la plaisanterie au sujet du football. Et puis là, le docteur Gerhard Mell, aujourd'hui, qui est allemand et qui a son anniversaire aujourd'hui, pour lui, c'était un stress, un soulagement de stress d'avoir gagné 7-0, alors que pour le Brésil, pour les Brésiliens, c'était plutôt une situation stressante. Donc chacun réagit d'une façon très spécifique au stress. Ce que nous voulons vous dire aujourd'hui, c'est qu'il existe des facteurs de risque qui vont au-delà des facteurs de risque quand nous examinons un patient. C'est pendant 2 minutes ce que j'ai pu dire au fils de ce patient qui est rentré avant lui donc dans le cabinet. Et après avoir parlé, je lui ai proposé un verre d'eau qu'il n'a pas accepté. Et donc, vous allez avaler sans eau et nous verrons d'abord le patient et après nous parlerons des risques. Parce que la médecine, c'est très intéressant. On apprend en médecine par l'étude des populations, mais nous ne pratiquons pas la médecine dans la collectivité. Nous appliquons notre discipline aux individus. Et les individus ont chacun leurs facteurs de risque. Nous connaissons toujours mieux les facteurs de protection. Nous connaissons toujours mieux comment l'organisme réagit à des situations inhabituelles comme un sourire ou un rire. Cette expérience du docteur Kazumo Lakami, un laboratoire qui a de bons financements, ils ont réussi à démontrer que le sourire développe des gènes anti-inflammatoires au niveau des diabètes de type 2. Il a étudié sur un petit nombre de patients qui sont 11, qu'il a mis dans 2 situations. D'abord à écouter une conférence. Moi, je vous garantis que ce n'était pas la mienne. Ça aurait été stressant de la même manière. Et la deuxième manière, c'est mettre le patient dans une situation dans laquelle il riait. Et on voit donc qu'il y a eu une plus grande expression pendant la conférence des gènes inflammatoires. Et dans la situation du sourire, il y a eu des gènes anti-inflammatoires. Donc l'inflammation est importante dans l'apprentissage. Dans l'apprentissage, nous avons un niveau d'inflammation, de substances inflammatoires qui augmente, mais qui ne doit pas persister et continuer. Parce que sinon, en tant que professionnel, nous aurions des problèmes. Mais le plus important dans cette étude, c'est que le patient chez lequel le système inflammatoire est très activé, comme le diabète est une maladie inflammatoire, mais il est très important, un des meilleurs remèdes, c'est le sourire. Et en souriant, on réduit la situation inflammatoire. Il y a d'autres facteurs de protection, comme cette étude prospective qui a duré 6 ans, l'étude de Mossi et Shapiro, sur 3000 Canadiens adultes. Ce que Mossi et Shapiro démontrent, c'est que l'autoperception du patient est extrêmement importante. Ceux qui perçoivent un état de santé mauvais au début de l'étude avaient une probabilité de mourir 3 fois supérieure
comparé aux personnes qui ont affirmé être en bonne santé. Et c'est pour ça que quand quelqu'un arrive dans mon cabinet, et je dédie 90% de mes activités professionnelles à ces consultations, celui qui vient en disant « je ne suis pas en bonne santé », avant d'affirmer qu'il est hypochondriaque ou qu'il invente des choses, j'attends et puis j'écoute. Parce que cela a un impact important. La conclusion de cette étude, c'est que la perception subjective du patient sur son état de santé est capable de prévoir la mortalité d'une manière plus importante que tous les examens que nous pouvons prescrire. À certaines occasions, le patient vient et dit « je veux faire un IRM de mon corps entier ». Mais pourquoi? Mais c'est pour savoir si j'ai quelque chose. Le plus important, c'est « mais comment percevez-vous? Quelle est votre perception sur votre santé? Est-ce que vous pensez que vous êtes malade? Quel est votre niveau de bien-être? » Nous avons quelques échelles, quelques mesures pour pouvoir quantifier cela. Mais la perception, ce que le patient nous relate, est très important. Dans cette étude très intéressante de Kaplan et Camacho, ils ont fait une étude de la mortalité sur une étude prospective qui a duré 9 ans et demi sur 7000 adultes à Alameda County. C'est une étude extrêmement intéressante qui amène plusieurs conclusions. Et donc ce qu'ils ont conclu, c'est que le risque est 2 fois plus élevé entre les hommes qui ont pensé être en mauvaise santé comparé à ceux qui se perçoivent comme ayant une bonne santé. Et les femmes ont une perception bien meilleure que les hommes. Parce que chez les femmes qui pensent être malades, leur risque de mortalité est augmenté d'un facteur 5. Encore une fois, cela renforce que ce que nous percevons de nous-mêmes, de notre santé, notre perception, qui est objective pour nous-mêmes, puisque c'est ce que nous sentons, mais pour le médecin, ce que nous lui disons, c'est quelque chose de subjectif. Mais ce que nous parlons, ce que nous percevons sur notre propre santé, c'est plus important que n'importe quelle autre mesure. Pour évaluer le rôle de la participation religieuse, en analysant des variables qui ont influencé la mortalité chez les hommes de plus de 55 ans qui ont subi une chirurgie cardiaque, Oxman a trouvé les résultats suivants. 2 des 5 principales variables liées à un indice de mortalité de 6 mois, c'était le soutien social et le soutien religieux. Je dis toujours à ceux qui ont des fièvres de réseaux sociaux, notamment mes élèves, que le support social, c'est pas Facebook. Ce ne sont pas des communautés virtuelles. Le support social, c'est la présence physique et réelle et non pas virtuelle. Vous regardez dans les yeux, vous écoutez la voix, vous touchez, c'est ça le support social. Donc parmi ceux qui disaient qu'ils n'avaient aucun support ou force, qui recevaient aucune force de la religion, la survie était 3 fois plus faible par rapport à ceux qui retrouvaient un soutien et un réconfort dans une religion. Et ceux qui n'ont pas participé à des activités de groupe avaient une probabilité de mourir sous 6 mois 4 fois plus grande que ceux qui ne participaient pas. 4, pas 14.
Et pour beaucoup, ce support social, c'est quelque chose de très important. Les centres communautaires, les centres pour personnes âgées. Et quand on peut voir la force de la religion, de l'adhésion à une religion, comme un prédicteur de mortalité parmi des patients âgés qui sont gravement malades, cette étude longitudinale sur les relations entre les conflits religieux et les maladies et la mortalité, une étude méthodologique très difficile à réaliser, mais qui a été réalisée, une étude prospective qui étudie la mortalité dans 2 ans, en étudiant 596 participants de plus de 55 ans. Donc les résultats qu'ils ont trouvés ont montré que les indices élevés de conflits religieux prédisaient un risque de mortalité plus important. Ici, le risque relatif était de 1,06. En conclusion, certaines formes de religieux semblent augmenter le risque de mort. On parle de facteurs de protection ici, mais dans ce cas spécifique, une religiosité qui amène à des conflits, qui amène à une situation où vous vous mettez en question et où vous ne trouvez pas le confort, nous savons, selon les slides antérieurs et les figures que nous avons montrées, que ça nous amène un stress. Et ce stress, donc, augmente l'activité inflammatoire. Donc, les adultes, les âgés qui sont dans des situations de conflit religieux ont un risque plus élevé de mort. C'est la conclusion de cette étude. Toutefois, avec McCulloch, nous réalisons donc une étude méta-analytique de ces études, permet de conclure que, bien que le niveau de corrélation des données ne permet pas des inférences causales, les développements religieux présentent une association favorable et non pas triviale avec tous les types de mortalité. Ce que ces auteurs ont fait, ils ont analysé des études publiées sur l'implication du mouvement religieux sur la mortalité et ils ont vu qu'il existe effectivement un facteur de protection et ce facteur de protection ne dépend pas de la taille de l'échantillon. Ce que nous voyons, c'est que la grande majorité est au milieu. Que l'échantillon soit grand ou plus faible, on peut voir qu'on est dans la même zone. Les résultats sont similaires. Il n'y a pas beaucoup de dispersion dans les résultats sur la taille de l'échantillon. Plus spécifiquement au sujet du diabète et de l'association de la spiritualité et de la religion, on voit cette étude où on a associé le contrôle de la glycémie par rapport à l'association de religion et spiritualité. Donc chez des femmes noires avec des diabètes type 2, les études américaines, pourquoi les noirs? Parce que les descendants des Africains aux États-Unis ont un risque plus grand de diabète type 2. Et il y a un facteur ethnique dans cette population qui est importante. Ils ont étudié 109 patients féminines noires, l'objectif étant d'analyser par régression linéaire pour évaluer les relations entre religion, spiritualité et contrôle glycémique avec des facteurs psychosociaux en tant que médiateurs putatifs. Les résultats, c'est que le contrôle glycémique a un lien direct avec la religion et la spiritualité.
Les résultats suggèrent que religion et spiritualité doivent être abordées dans le cadre des soins auprès de patients diabétiques. C'est leur conclusion. Encore une autre étude sur les diabètes. L'association entre spiritualité et dépression chez des adultes de diabète type 2. 60% des personnes avec un diabète de type 2 vont avoir au moins une dépression dans leur vie, selon ces études. L'objectif de cette étude, c'était d'examiner l'association entre spiritualité et dépression chez ces patients de diabète type 2. Ils ont analysé 201 personnes et sont arrivés à la conclusion que le traitement des symptômes dépressifs peut être facilité par l'intégration de valeurs spirituelles et des croyances chez les patients. Ainsi, une prise en charge des diabètes sur la base de la foi du patient aura probablement pour résultat une amélioration dans la manière dont il prendra soin de lui-même, ainsi qu'une amélioration dans son contrôle glycémique. Je n'ai pas pu mesurer de façon objective un autre travail que nous avons réalisé nous-mêmes parce que il a été interrompu trop tôt pour des raisons personnelles, mais au sein d'un groupe de diabétiques dans la ville où j'habite, en coordonnant les activités d'un laboratoire spécifique pour le diabète, j'ai eu l'occasion, dans un groupe d'éducation et de diabète, de modifier l'abordage, la manière d'aborder le groupe, l'éducation en santé au lieu de l'éducation en maladie, où donc des infirmières, des psychologues et des médecins ont enseigné aux patients qu'est-ce que c'est que le malade. J'ai participé 2 fois et j'ai pu percevoir que l'éducation en maladie était terrible parce que les conférences disaient que le diabète cause de l'aveuglement, l'insuffisance rénale, la mortalité précoce. Alors j'ai demandé, mais c'est ça éduquer le patient? Oui, parce que le patient, il sait tout sur le diabète en sortant d'ici. Et donc il va au bar pour boire et donc dissiper sa peur. Ce que nous avons eu l'occasion de faire, c'était alors d'inviter une autre psychologue qui n'appartenait pas à ce groupe, et je travaille avec elle déjà depuis 20 ans, à l'hôpital Spirit de psychiatrie de l'université. Et je lui ai dit, on va essayer de faire quelque chose de différent. On va faire l'éducation en santé. Et nous avons réparti le groupe des diabétiques, selon leur intérêt, dans des activités de santé. Ces patients donc se sont réunis. Ils ont fait une petite activité physique de 15 minutes. 5 minutes. Ces patients, donc, ils faisaient une petite activité physique. Et ensuite, ils étaient invités à réaliser soit une méditation, soit une prière. Les femmes faisaient du tricot, du crochet. Les hommes parlaient d'un autre sujet. Et comment est-ce qu'on faisait intervenir la maladie? Elle intervenait ponctuellement, par exemple. Comment a été votre petit déjeuner ce matin? Ah, j'ai mangé un pain qui était délicieux. Et c'est là où la nutritionniste qui lui dit, bon, écoute, ce genre de pain, il est riche en carbohydrates. La quantité doit être individualisée pour chacun. Et en apportant comme ça ponctuellement des concepts au sein d'une activité qui réduisait le stress, ce que nous avons pu percevoir, c'est que ces patients revenaient beaucoup plus fréquemment au cabinet, ils participaient scrupuleusement aux réunions de ce groupe et avaient un meilleur contrôle glycémique. J'ai malheureusement dû interrompre ma participation à cette étude, mais au bout de 3 mois,
le groupe a malheureusement s'est arrêté, quoi. Alors pour résumer, le temps qui nous reste, toujours au sujet du diabète, quand on a l'objectif d'analyser la relation entre la spiritualité et le coping chez les patients diabétiques jeunes adultes, c'est une étude européenne qui a étudié cette relation, a analysé 100 patients entre 18 et 30 ans. Et le résultat, c'est que la spiritualité est un facteur important pour les jeunes adultes porteurs de diabète et qu'elle les aide à faire face aux situations stressantes. Il y a souvent des critiques dans ces études concernant la méthodologie adoptée contre l'analyse des résultats, parce qu'on analyse plusieurs facteurs, et cette étude publiée dans la revue Circulation a démontré, en étudiant 5474 personnes de différentes ethnies, dans le but d'évaluer la religiosité chez des populations ethniques différentes et leur relation avec les maladies cardiovasculaires, a montré que une conclusion négative, qu'il n'y a pas eu d'association. Les résultats n'ont pas confirmé des études précédentes qui associaient une influence plus grande de la religiosité à une amélioration des facteurs de risque et de la santé, tout au moins en ce qui concerne les maladies cardiovasculaires. Toutefois, cette autre étude très importante sur 92 395 femmes, dans le but d'analyser l'association prospective de l'affiliation religieuse, la participation à des services religieux, le courage et le confort nés de la religion, avec les résultats cardiovasculaires et la mort, cette étude prospective donc montre une moyenne au cours d'une moyenne d'accompagnement de 7,7 années, que bien que les mesures par auto-évaluation de religiosité n'aient pas été associées à la réduction des risques et à la mortalité de maladies cardiaques, ces indices ont été associés à la réduction de toutes les causes de mortalité. La religiosité et la spiritualité a une influence sur l'hypertension artérielle systémique. C'est un travail de Jean-Carl Lequette qui est ici aujourd'hui et qui a démontré que les facteurs comportementaux, culturels et psychologiques semblent avoir un rôle chaque fois plus marquant dans l'éthiopathogénie des maladies cardiovasculaires, devant être évalués par des professionnels de la santé qui traitent des patients porteurs de ces maladies. Cette étude ici est très intéressante parce qu'elle a analysé la charge allostatique, qui est un concept important dans le stress. Quand on les étudie, quand on étudie le stress, il provoque une réponse au stress chronique et la réponse est appelée la charge allostatique que l'organisme fait pour se maintenir en vie. Et cette étude, évaluation de l'association entre la fréquence de participation à un culte religieux et l'indice de charge allostatique, ils ont pris cette étude du MacArthur Successful Aging Study et sur 853 participants, ils ont vu que la fréquence de participation au moins hebdomadaire à des cultes religieux était moins importante chez les femmes. Et quand on voit les liens entre la religion et la spiritualité pour la santé, chez les participants sains, il existe une forte réduction consistante et avec une fréquence graduelle du risque de mortalité chez les personnes qui participent à des services religieux. Après réajustement lié aux facteurs interférents, cette réduction est importante de 25%. Et pour cette étude aussi, de Lequette et Alexandra, les patients avec des problèmes cardiaques qui présentent des maladies chroniques à l'issue bien souvent fatales, les patients cardiologiques peuvent avoir une histoire spirituelle
qui, transmises au cardiologue, lui permettront de connaître la manière dont les croyances du patient peuvent influencer sur son traitement, de quelque manière cela peut apporter un réconfort aux souffrances. Donc la grande question est d'insérer ces pièces, les unes dans les autres. Et comment est-ce que nous évaluons ces facteurs de protection? Il existe des instruments. Quand dans le travail dernièrement cité, le docteur Lukács parle de l'histoire spirituelle, ces instruments, nous les appelons des instruments qui est l'anamnèse spirituelle, dont le docteur Giancarlo et Alexandra vont parler. Nous avons le questionnaire HOPE et le questionnaire FIC, qui a été développé à George Washington University. Je passe rapidement, parce qu'ils vont en parler. Et la grande question, et la leçon que nous avons, et qui est à la conclusion de ma consultation auprès de mon patient, le père de mon élève, c'est que nous ne pouvons pas nous arrêter aux facteurs de risque. Le patient raconte une histoire qui rentre très bien dans le cadre des facteurs de protection. Ce patient particulièrement est un homme très intéressant parce que il était très lié à des causes sociales. C'est une personne qui aide chaque fois quelqu'un qui demande du secours, là où il habite. Il est pasteur protestant. Et s'il sait que quelqu'un dans son église d'une communauté très pauvre a un problème quel qu'il soit, une douleur, il ne regarde pas l'heure pour prendre sa voiture et aller aider cet être à la demande de cette personne. Et je vais commettre une indiscrétion, c'est un pasteur qui fume et qui fume un paquet de cigarettes en cachette. L'âme et Brésil, dans son département de recherche, a pour objectif, qui est le plus important actuellement, de stimuler et de promouvoir les recherches qui rendent possible l'implantation de l'enseignement de la médecine et de la spiritualité dans le cursus des universités de médecine au Brésil. Pour cela, une étude sur le terrain a été réalisée et a abouti à la publication de cet article dont Jean-Carl est le plus important chercheur et qui va être présenté cet après-midi. La perception des étudiants de médecine sur l'enseignement de la spiritualité et de la religiosité et l'inclusion dans les écoles brésiliennes, dans le cursus. Et le docteur Giancarlo va en parler. Et je vous remercie tous et j'espère que nous pourrons stimuler en chacun, que nous ayons la possibilité de stimuler en nous-mêmes des études saines concernant les facteurs de protection que nous apportons comme étant un don et une grâce que nous recevons dans notre organisme. Nous avons la meilleure pharmacie du monde en nous-mêmes. Ça ne veut pas dire que nous ne tomberons pas malades, que nous n'aurons pas de problème de santé, mais nous aurons les moyens d'affronter ces problèmes avec une plus grande ou une moins grande souffrance. Je vous remercie tous.